Nous sommes ici pour parler du partage, des paroles pas tachées, des attaches de la langue en paraboles hachées. Je pense que même si on n'est pas nombreux, on aura certainement plein de débats très intéressants et plein de témoignages très intéressants. Nous sommes ici, enfin, vous êtes ici, assis. Et si nous sommes ici, c'est pour se dire... La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'à cause de mille causes, mille choses, les gens ne se parlent plus, au fait. Et que je crois qu'il faut que les gens réapprennent à se parler en se parlant ensemble, en échangeant la parole et non pas en essayant de superposer des paroles qui vont dans tous les sens, où chacun crie de plus en plus fort pour se faire entendre. Mais aussi parce que je viens d'un milieu rural et que les lieux de parole ont disparu. Moi je pense au petit café du village où les gens se rencontraient autour d'une table à discuter de leurs problèmes de société, de leurs problèmes de famille, de tous les problèmes qui pouvaient les traverser. Et ces lieux ont disparu dans nos villages et c'est quelque chose qui est dommageable parce que la conséquence immédiate c'est un renfermement sur soi, c'est un isolement au sein de la cellule familiale et je pense qu'il y a à travailler sur cet aspect-là et à réinventer des lieux de parole. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans la valorisation extrême de la communication, sous toutes ses formes, et en même temps une défiance complète sur les possibilités qu'elle aurait de porter quelque chose. Pourtant, on pourrait dire que la parole, c'est le fonds de commerce des médias. On pourrait dire ça, mais c'est une parole qui est justement entendue comme une sorte de vague de surface. C'est-à-dire que c'est comme un air qu'on chanterait, mais au fond, ce qui compte, c'est pas ce qu'on dit, c'est que ça parle. C'est pour ça que le mot de fond de commerce, moi je l'emploie comme bruit de fond. C'est-à-dire qu'il y a, tout à l'heure, Xavier Nord parlait de cacophonie, c'est-à-dire qu'il y a une... ce serait pas mal si au fond la parole ne nous disait rien. C'est pour ça que je dis que le maître mot de la modernité, c'est tais-toi quand tu parles, mais parle. C'est-à-dire qu'il y a deux injonctions paradoxales. À la fois on dit aux gens parle et tais-toi. C'est-à-dire au mieux dis ce qu'on a envie que tu dises. C'est-à-dire autant de façons de ne rien dire. Parler, c'est exister. Je crois qu'à partir de là, on peut tout imaginer à partir de la parole. Je crois que sans la parole, sans cette liberté d'échange, sans cet échange parfois fécond entre les individus par la parole, la société ne serait pas elle où elle en est aujourd'hui. Elle serait incapable aujourd'hui de progresser, de se remettre en cause. Je crois que toutes les grandes révolutions ont toujours été précédées de discours un petit peu révolutionnaires. Donc c'est la parole, à un moment, qui est à l'origine des évolutions, de toute l'évolution de notre société aujourd'hui. Et vivre en société, fondamentalement, suppose le partage de la parole. Parce qu'il faut savoir prendre la parole, mais aussi la rendre. Il faut savoir la distribuer aussi, développer des arguments, écouter l'autre. Et tout ceci, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas naturel, n'est pas donné d'emblée et suppose en réalité un apprentissage. Et ce n'est pas simplement un apprentissage linguistique, c'est aussi un apprentissage du rapport à l'autre. La grande arnaque, si je puis dire, de cette histoire, c'est de faire croire que ça ne s'apprend pas, que c'est inné en quelque sorte. Il y a des gens qui l'ont, des gens qui ne l'ont pas. Alors moi j'ai fait de nombreux enseignements où on voit arriver des gens qui vous disent « mais je veux apprendre à prendre la parole, hein, je ne sais pas le faire ». Ils imaginent au fond que c'est quelque chose dont ils ne disposent pas parce qu'ils sont... Elle dit « je ne suis pas un orateur ». Mais personne n'est un orateur, ou on l'est tous. Hein. Est-ce qu'on a été mis dans les dispositions pour apprendre ça? Pourquoi est-ce que l'école ne le fait pas? Pourquoi est-ce que l'apprentissage de la parole n'est pas une thématique fondatrice de l'éducation? C'est quand même une question. Et donc, le partage de la parole suppose la mise en place de dispositifs. Et de dispositifs qui ne sont pas simplement des dispositifs éducatifs, n'est-ce pas? Cela suppose aussi toutes sortes d'initiatives, celles-là même qui sont portées aujourd'hui en France par un mouvement associatif
c'est-à-dire un mouvement de citoyens qui sont très attentifs à ce que la parole puisse être équitablement distribuée dans notre société. Donc la parole partagée, c'est la parole où on accepte de laisser parler l'autre, on accepte de l'écouter surtout, on accepte d'écouter son point de vue, on accepte d'écouter du fond du cœur ce qu'il a à dire et du fond de sa réflexion. Surtout, c'est un apprentissage de la civilité. On parle beaucoup d'incivilité aujourd'hui, mais on ne parle pas de la civilité. C'est quoi la civilité? C'est d'abord reconnaître que l'autrui en face de moi est quelqu'un comme moi. Il a peut-être beaucoup d'autres choses que moi dans sa tête, mais que c'est très intéressant de savoir ce qu'il a dans la tête, ce qu'il a dans le cœur et comment il le dit, bien sûr. Prendre la parole, on peut la prendre, comme on dit, et ne pas être entendu. Ça, du coup, c'est ne pas la prendre. Mais c'est en même temps travailler sur les capacités qu'on a à la prendre, mais aussi sur les capacités à se poser, à être posé comme un sujet susceptible de la prendre. Et donc elle est subversive quand tout à coup on s'impose comme un sujet possible en disant ben oui, moi aussi je suis un débatteur potentiel, je suis un participant possible à la vie commune et à ce titre j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire là, maintenant, comme ça. Et je dois être reconnu dans cette place. J'ai un rôle. Et c'est pour ça que ne pas avoir de parole, c'est de ne pas avoir de rôle. Je dirais plus simplement restaurer le partage de la parole. Et puis ça veut dire aussi apprendre à présenter son idée, apprendre à présenter son argument, essayer de trouver assez rapidement le mot juste sur la chose juste, éviter les à peu près. C'est aussi une forme de respect de l'autre, de choisir ses termes avec discernement, avec précision, avec modestie également. C'est de l'ajustement, c'est-à-dire qu'il y a du jeu et on se positionne précisément dans cet espace-là. Et c'est pour ça que le mot jeu, moi, m'intéresse beaucoup, parce que c'est aussi, le mot jeu a tous les sens du mot et du jeu. Hein, comme dans les pièces qu'on usine, une mécanique qui n'a pas de jeu ne marche pas. Hein, ça grippe, ça coince, il faut qu'il y ait du jeu. De la même manière, dans l'espace humain, il faut qu'il y ait du jeu, mais aussi au sens du jeu, au sens ludique, c'est-à-dire qu'il faut que ça joue, il faut que ça se joue. Pour ça que, encore une fois, la parole, ça se met en scène. Que le monde est un gigantesque théâtre dans lequel, mais c'est pas pour disqualifier le monde en disant que c'est un théâtre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que des comédiens qui interprètent des rôles dans une sorte de jeu superficiel. Non, profondément, c'est pas par hasard si le théâtre est à cette place-là dans notre univers social et culturel, c'est qu'il raconte la manière dont la société se fabrique. Elle se fabrique dans un espace de jeu entre des personnages qui interprètent leur rôle. Et que interpréter son rôle, ça ne veut pas dire qu'on est dissimulateur, menteur ou factice, mais c'est qu'on assume pleinement la place qu'on a au sein du système dans lequel on se trouve au moment où on y est. Et que cet espace de la scène est en même temps un espace public. C'est un espace où on est sous le regard des autres. Dans la disqualification qu'il y a de la parole, l'une des conséquences, c'est par exemple que, au sens politique, c'est comme toute parole est subjective, telle qu'on le vit aujourd'hui, toute contradiction est vécue comme une mise à mal du sujet. C'est-à-dire qu'en gros, si nous nous disputons, au bout d'un moment, je vais mal le prendre. Parce que vous ne soyez pas d'accord avec moi, je vais le considérer au fond comme une atteinte à mon sujet, à ce que je suis. Et c'est là que les embrouilles commencent, on va dire. C'est là que les malentendus se forgent. C'est-à-dire qu'à partir c'est là qu'on se parle plus. Et si je vous dis parle toujours, tu m'intéresses. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, le propos est peut-être un peu dépréciatif parce que ça veut dire tu causes, comme dirait l'autre. Mais voilà. L'aspect de la parole peut être aussi pris comme ça. Oui. Oui, mais reconnaissez avec moi que lorsque la parole n'advient pas, qu'est-ce qui la remplace? La violence, l'incompréhension, le mutisme, la discrimination. La parole est quelque chose qui est profondément lié à la place publique, à la vie en société. Je crois que c'est ça qui est au fond de ce très beau projet.
Et moi, je crois que ce qui est à restaurer, c'est précisément cette dimension politique. Parler, c'est politique, à ce sens-là. C'est-à-dire prendre la parole, c'est pas juste exprimer son fonds de commerce, c'est pas juste exprimer ses intérêts à soi, c'est pas juste se dire, c'est participer à une coopération, à une collaboration commune pour fabriquer ensemble. C'est-à-dire que c'est notre moyen de fabrique, c'est notre fabrique du monde, la parole. Et on fabrique en parlant. Et si nous sommes ici, seulement et seulement si verbal est notre homicide, en mission lexique servie sur un cadavre exquis. Et si nous sommes ici, c'est pour voir des sourires, des visages, des âmes à nu qui vibrent et qui rêvent de partage.